suis l'hygiéniste du groupe, hein. Je ne suis pas du tout médecin infectiologue, donc je suis praticien au CEPIAS Bretagne. Et avant d'arriver au CEPIAS Bretagne il y a à peu près 2 ans, j'ai exercé pendant plus de 20 ans dans un gros centre hospitalier normand. Alors, je ne vais pas vous emmener dans la DeLorean du doc Ellmett Brown, on ne va pas voyager vers le futur, on va juste se poser un instant et se poser la question, voilà, qu'est-ce qui a changé en 3 siècles? Eh bien, a priori, pas grand-chose. Visiblement, la notion de mesure barrière traverse un peu les âges, même si la notion de transmission, effectivement, elle, n'était pas connue il y a 3 siècles. Alors, j'aime beaucoup le point victorieux de 2020. J'aimerais qu'on prenne la même photo maintenant. Je ne suis pas sûre qu'on aurait le même point victorieux. Les questions de fond de ce diaporama, finalement, c'est est-ce qu'il existe aujourd'hui un ensemble de mesures comportementales, physiques, ou une association des deux, socles, qui nous permettrait de nous prémunir de tout? Parce qu'il y a effectivement ce qu'on connaît, et puis il y a tout ce qu'on ne connaît pas encore, qui risque de nous arriver dans les années qui viennent. Je ne veux pas être pessimiste, mais il y a quand même de fortes chances. Et si ces mesures, effectivement, socles, elles existent, c'est quoi leur robustesse face à un épisode pandémique comme celui qu'on vient de vivre? Alors, je vous avais remarqué, la crise Covid a eu au moins un effet assez intéressant, notamment pour le grand public, c'est qu'on est revenu à des fondamentaux qui ont longtemps été enseignés à l'école de la République, notamment lorsque la tuberculose était le fléau national dans les années 1900 et qui depuis avait complètement disparu des enseignements. Donc on est revenu sur l'hygiène des mains, on est revenu sur l'aération des locaux, grande première, on est revenu sur la méfiance de l'autre et de ses sécrétions respiratoires plus particulièrement, mais dès 1902, il était interdit de cracher sur son ardoise pour l'essuyer ou pour la nettoyer. N'essayez pas sur les tablettes, ça fonctionne beaucoup moins bien. Pour les professionnels de santé, c'est aussi la même chose, retour aux fondamentaux, et donc on est retourné aux fameuses précautions standards. Alors, je n'ai pas fait de faute d'orthographe, il n'y a pas de S à standard, puisque cela s'entend comme le standard des précautions. Alors, l'historique de ces précautions standards, eh bien, ça commence outre-Atlantique dans les années 70, donc les Center for Disease Control américains, qui créent 7 catégories d'isolement par appareil ou par maladie, donc un isolement strict, un isolement respiratoire, un isolement protecteur, un isolement entérique, on voit bien un petit peu effectivement les appareils, un isolement peau et plaies, sécrétion, excrétion et sang. Et puis ces catégories vont continuer à évoluer doucettement jusqu'en 1983, où la catégorie sang, par exemple, va devenir sang et liquide biologique. Déjà, on intègre une nouvelle notion. En 1985, bien évidemment, on est obligé de prendre en compte l'épidémie de sida, et donc ces précautions, ces isolements deviennent des précautions universelles qui sont très centrées, bien évidemment, autour du sang et des liquides biologiques qui peuvent contenir du sang. Et on va définir à cette occasion les premières règles de gestion de tous les dispositifs médicaux piquants, coupants, tranchants, souillés. Donc on va commencer à dire, oui, il faut des collecteurs pour piquants, tranchants, il ne faut peut-être pas les mettre comme ça dans les poubelles. Finalement, transmission via des liquides biologiques, transmission via différents appareils, au sein de différents appareils, ou transmission via le sang, ces deux concepts qui sont complètement superposables. Et donc, ils vont fusionner en 1996 pour donner les fameuses précautions standards, sans S, donc avec la notion d'applicabilité de ces précautions à tous les patients par tous les soignants. Et puis en 2007, l'OMS intègre l'hygiène respiratoire nécessaire dans les fameuses précautions standards. Ça, c'est pour la version outre-Atlantique. Pour la version française, sur le versant incitatif, donc réglementaire, c'est beaucoup plus flou et beaucoup plus fluctuant. Donc ça commence en 1998, donc déjà un petit peu plus tard. On cite les précautions standards une première fois dans une annexe d'une circulaire qui va longtemps être étiquetée circulaire AES, qui est très centrée effectivement sur tout ce qui est prévention des agents infectieux véhiculés par le sang et les liquides biologiques lors des soins. Et puis, il y a une actualisation de ces précautions standards 10 ans plus tard, dans une autre circulaire qui portera le nom de circulaire VIH. Là, c'est pareil, on reprend les précautions standards. La première introduction des solutions hydroalcooliques dans l'hygiène des mains apparaît à ce moment-là. Mais malheureusement, on perd la conduite à tenir en cas d'accident avec exposition au sang, qui figurait dans la circulaire AES et qui malheureusement ne figure plus dans la circulaire VIH. En 2010, une directive européenne, on est passé au stade de l'Europe, qui reprend la promotion de ces précautions standards dans le cadre de la prévention des blessures par objet tranchant. Et puis vous avez le versant donc national français du ministère
du travail et pas de la santé, toujours sur la prévention des blessures par ces objets piquants, tranchants, prévention des risques biologiques, qui effectivement fait la promotion du matériel à usage unique et des dispositifs médicaux sécurisés, et qui incombe à l'employeur de devoir mettre à disposition des employés du matériel sécurisé dès lors qu'il existe, hein, bien évidemment, en définissant les différents types de sécurité, la sécurité la plus efficace étant la sécurité passive, c'est-à-dire quand il n'y a rien à faire et que le dispositif se met en sécurité tout seul, et la sécurité la moins efficace, moins sécuritaire, si je puis dire, c'est celle qu'on est obligé d'activer avec ses deux mains, puisque là, effectivement, il persiste encore un risque de blessure. Donc ça, c'est pour le versant incitatif. Pour le versant non incitatif, donc le versant recommandation, bonne pratique de société savante, eh bien, c'est la Société française d'hygiène hospitalière qui est un petit peu aux manettes de ces précautions standards. Et donc, il va les citer dans un certain nombre de documents. Le premier, en 2009, on est sur la prévention de la transmission croisée, les précautions standards, les précautions complémentaires de type contact. Ensuite, sur un document très généraliste, hein, surveiller et prévenir les infections associées aux soins, de 2010. Elles refont leur apparition en 2013 dans les précautions R et gouttelettes. Je pense que ça vous parle maintenant. Et puis en 2015, sur un document qui est très centré autour de l'hygiène dans les cabinets de ville. Les difficultés, c'est qu'il y a un écart important qui s'est creusé entre les recommandations et effectivement la réglementation, qu'il y a eu au cours de ces différents textes des ajouts, des suppressions, des décalages sémantiques extrêmement importants, où en fait les mots ne veulent pas forcément dire la même chose dans tous les documents, qu'il y a eu des variantes en fonction des guides, et qu'il faut absolument en plus intégrer 3 éléments nouveaux. Le premier, c'est que l'OMS vient de décréter que la friction hydroalcoolique devait être promue en premier à la place du lavage des mains dans un certain nombre de gestes à réaliser auprès du patient. La deuxième, l'hygiène respiratoire qu'il faut intégrer comme l'avait fait l'OMS. Et la troisième, c'est qu'avec effectivement l'évolution de l'incidence des bactéries hautement résistantes en France, la situation épidémiologique qui se dégrade progressivement, on doit revenir aux fondamentaux qui sont la gestion des excrétas et la prise en charge de l'environnement, ce qui ne figurait pas dans les précautions standards initiales. Donc le protocole est revu en profondeur en 2017, donc toujours sous l'égide de la Société française d'hygiène hospitalière. Donc c'est l'objet d'un beau document, avec effectivement le fond et la forme qui sont modifiés, et notamment sur la forme, on est vraiment sur des formulations directes plutôt que des périphrases. Il est recommandé 2, il serait souhaitable 2, faudrait peut-être que. Là, on est sur des actions, faire, porter, mettre, réaliser. Les termes sont définis, donc ils redéfinissent ce que c'est qu'un objet perforant, ce que c'est qu'un gant de soin. Le guide est conçu pour être adaptatif aux 3 secteurs de l'offre de soins, donc on y parle aussi bien de patients que de résidents, que d'usagers, de professionnels de santé ou d'acteurs du soin, donc tout le monde peut être concerné, tout le monde est couvert. Et plus que jamais, on vend les précautions standards comme étant ubiquitaires et prioritaires, en partant du principe que ça doit fonctionner pour tout et qu'on a clairement encore une marge de progression relativement importante en termes d'observance. Et en tant qu'hygiéniste terrain, je peux vous le confirmer, les précautions standards, ça n'est pas acquis. En tout cas, à cette époque-là, ça ne l'était pas du tout. Donc, on se retrouve avec 32 recommandations qui sont réparties sur 7 axes, avec au sein de ce guide des éléments de réflexion sur le développement durable, parce que protection et développement durable ne font pas forcément initialement intuitivement bon ménage. Alors, il y a quoi dedans? Eh bien, il y a effectivement un axe qui est très stratégique, qui effectivement décline la façon dont vous devez mettre en œuvre la promotion des précautions standards, le matériel adapté, la formation des professionnels, l'observance, les évaluations, les audits. Une recommandation est importante, c'est la R5, c'est la systématisation de l'application, on va le voir après. Et puis après, vous avez un certain nombre d'axes qui sont beaucoup plus pratico-pratiques et donc qui vont aborder l'hygiène des mains, les équipements de protection individuelle, l'hygiène respiratoire, la prévention des accidents avec exposition au sang ou tous les autres produits biologiques d'origine humaine, la gestion des excrétas et la gestion de l'environnement. Alors, les éléments de réflexion sur le développement durable, je pense que vous en conviendrez, on ne peut pas dire que la crise Covid ait montré effectivement notre capacité à faire à la fois des achats durables, responsables et écologiques. Donc, ça reste, à mon sens, vraiment un vœu pieux compliqué
à atteindre, hein, surtout à l'ère de l'usage unique, où on est plutôt dans le pas du tout écologique. Alors, la recommandation R5 est importante, c'est la recommandation dite des 4 tout, c'est-à-dire que les précautions standards sont donc applicables pour tout patient, par tout professionnel, tout acteur du soin, en tout lieu et pour tout soin. Donc, c'est vraiment la systématisation de ces recommandations. Alors ça, c'est pour la jolie théorie, parce que pour la partie pratique, eh bien, autant vous dire que la promotion des précautions standards sur le terrain, c'est loin d'être une sinécure pour une hygiéniste. C'est la litanie des hygiénistes, la précaution standard. C'est le truc qu'on répète en boucle, qu'on formule souvent comme des prières d'ailleurs, et qui est réceptionné par les soignants comme des litanies ou comme des complaintes plutôt absolument ennuyeuses et monotones. Vous nous cassez les pieds avec vos précautions standards. On n'en a pas grand-chose à faire. Bref, c'est pas simple. D'autant que en secteur sanitaire, on est du genre à mettre ceinture et bretelles. Voilà, à savoir qu'effectivement, vous le savez certainement, donc les précautions standards, c'est la première pile d'assiette, donc applicable pour tout patient, par tout professionnel, en tout lieu, pour tout soin, et que en fonction du mode de transmission eh bien, de l'agent infectieux, on va rajouter par-dessus, je dis bien rajouter, des précautions complémentaires, donc, qui vont tenir compte du mode de transmission, qui vont être ou effectivement des précautions R quand on va s'attaquer aux pathologies transmissibles par des petites particules, donc on va dire en milieu de soins essentiellement la tuberculose. Je schématise. Des précautions gouttelettes, là, le Covid était en fin fond dedans, hein, donc on est sur du mouillé, on va dire, particules un peu plus grosses, et que quand on est sur de la transmission manuportée, eh bien, on va mettre en place d'autres mesures. En pratique, si on respectait correctement les précautions standards, on a un certain nombre de conditions qui vous permettent de dire que vous respectez les précautions standards. Alors, je ne peux pas toutes vous les lister, mais vous avez recours à la friction important, bon usage de port de gants, expertise incroyable de l'équipe d'hygiène, observance mesurée topissime. Autant dire que personne ne respecte toutes ces conditions. Donc, on met en place des précautions complémentaires contact en plus des précautions standards, alors que si on respectait parfaitement les précautions standards, on pourrait s'en passer. Tout est compris dans les précautions standards. Voilà. Alors, crise Covid, précautions standards et soignants, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que finalement, ces précautions censées fonctionner pour tout ont été prises en défaut pendant la crise? La réponse est non. Toutes les mesures que nous avons mises en place, toutes les mesures barrières qui ont montré leur efficacité, figuraient dans les précautions standards, dans les axes hygiène des mains, hygiène respiratoire, protection de la tenue. Donc non, elles n'ont pas été prises en défaut. Est-ce que la pandémie, pour autant, a du coup amélioré l'observance à ces précautions standards chez nos soignants? On peut se poser la question à minima pour l'hygiène des mains. Peut-être. On a quelques éléments qui nous permettent de dire que peut-être, effectivement, ça a changé. Est-ce que ça va se maintenir dans le temps? On en est beaucoup moins sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a comme élément pour cette mesure? Eh bien, on a un quicodique national qui s'appelle Pulp Friction, qui est portée par la mission Matisse. Alors, la mission Matisse, c'est une des 5 missions nationales. C'est la mission d'appui transversale, qui est donc portée par le CEPIAS Nouvelle-Aquitaine depuis 2019 et qui donc, cet audit fonctionne depuis 2019. Donc, on a un avant Covid et puis un pendant Covid à se mettre sous la dent. L'objectif de cet audit, c'est d'évaluer les pratiques déclarées, on se met bien sur du déclaratif, de friction à différents temps du soin, en pratique dans 4 des 5 indications OMS. Je vous rappelle que l'OMS a 5 indications d'hygiène des mains, comme les 5 doigts de la main. C'est pas bien compliqué à retenir. Donc, avant de toucher le patient, après avoir touché le patient, avant un acte invasif, après avoir touché l'environnement du patient. Et il y a une 5e indication, ce qui est après un risque d'exposition à un liquide biologique, où là, pour le coup, la friction n'a pas sa place, puisque c'est le lavage qui doit avoir sa place. Mais dans les 4 autres indications, la friction a sa place. Donc, on va évaluer les pratiques déclarées de friction à ces différents temps, dans ces 4 indications. Ça concerne tous les professionnels du secteur sanitaire et médico-social. Et on va également recueillir l'expérience du patient sur la friction, du patient ou du résident. C'est quand même beaucoup de résidents. Méthodologiquement, c'est très simple. Ce sont des entretiens individuels de 5 à 10 minutes. Il y a 10 questions au total. C'est extrêmement rapide. Et on va aussi donner à l'auditeur des éléments de langage qui lui permettent de recueillir des freins qui peuvent orienter effectivement des choix, qui sont des freins à la mise en application de la friction.
Les informations qu'il apporte, c'est le pourcentage d'observance déclarée, le pourcentage d'importance attribué par la personne qui déclare pour la situation donnée. Et puis, on va pouvoir classer ensuite en fonction des freins qui sont relevés, puisque chaque soignant devait citer à minima 2 freins qui lui interdisaient de faire de la friction ou qui faisaient qu'il ne faisait pas de la friction. On peut ensuite les classer dans les 3 stades psychologiques de changement selon le modèle de Prochaska et Di Clement. Le stade 1, c'est le stade dit de pré-contemplation. Il y a des gens qui regardent de loin, qui ne sont pas conscients du risque qu'ils prennent pour eux ou qu'ils font prendre aux patients ou aux résidents. Le stade 2, c'est le stade de contemplation. Donc, ce sont des gens qui sont conscients du risque, mais qui continuent à hésiter, soit parce qu'ils ne sont pas convaincus, soit parce qu'ils n'ont pas l'habitude, soit parce que ce n'est pas une priorité pour eux. Et le stade 3, c'est le stade de volition. Donc, c'est les gens qui veulent faire, qui sont conscients du risque et qui sont plutôt dans la dynamique de vouloir, mais qui rencontrent des difficultés en la mise en application pratique. Ça peut être un problème de temps, ça peut être un problème de disponibilité du produit, ça peut être un problème de persistance d'une croyance sur la nocivité du produit, par exemple. Alors, ce audit est intéressant. Il ne permet pas de faire des diagnostics individuels, mais plutôt des diagnostics d'équipe. C'est-à-dire qu'on va interroger toute une équipe et un peu évaluer la dynamique d'équipe et sa capacité à effectivement limiter la transmission croisée avec des gestes adaptés. Et il faut savoir que l'OMS a fixé à 80% d'observance déclarée le seuil qui effectivement témoigne d'une dynamique d'équipe favorable en termes de transmission croisée, l'idéal étant 90%, sachant qu'en dessous de 50%, on est effectivement plutôt sur une dynamique défavorable en termes de transmission croisée et d'adhésion à des gestes de prévention tout simples. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans l'audit? Vous voyez qu'on a quand même beaucoup de professionnels interrogés, alors qu'une petite baisse de régime en 2020, on comprend un petit peu pourquoi. Beaucoup de médecins aussi interrogés. Globalement, un pourcentage de part de friction dans l'hygiène des mains qui ne change pas beaucoup, c'est-à-dire que 65% des gestes d'hygiène des mains sont faits par friction et donc 35% sont faits par lavage des mains. Et c'est une proportion qui ne change pas beaucoup, avec une répartition plutôt côté friction pour les médicaux versus les paramédicaux. Ils sont plus enclins à faire de la friction que les paramédicaux. Quand on regarde après les 4 indications, donc OMS, avant de toucher le patient, avant le geste invasif, après avoir touché le patient, après avoir touché l'environnement du patient, donc on voit qu'il y a toujours effectivement un geste qui ressort comme étant perçu comme important et pour lesquels les soignants déclarent avoir l'observance la meilleure, qui est avant le geste invasif. On est quand même assez content de le voir. Et on voit également qu'il y a effectivement des gestes qui évoluent en termes d'observance déclarée, notamment avant de toucher le patient, entre 2019 et 2021. On voit qu'effectivement, on a une observance déclarée qui s'améliore et une importance aussi ressentie qui augmente. Les chiffres arrivant désormais quasiment à 80%, alors qu'ils ne l'étaient pas en 2019. Et on voit aussi que la proportion de soignants qui ont cité des freins à la friction dans les différents stades change également, que le stade de pré-contemplation, contemplation vont diminuer et qu'on a plus effectivement, en tout cas une proportion plus importante de soignants qui vont citer des freins que dans le stade de volition, c'est-à-dire des problèmes d'accessibilité aux produits ou des problèmes de temps, mais plus des problèmes de je ne souhaite pas faire ou j'ai pas conscience que c'est important. L'expérience patient-soignant et patient-résident est importante aussi. Donc, on demandait aux résidents ou aux patients de déclarer, selon lui, le nombre de fois où il avait vu un soignant se frictionner les mains avant de le toucher. Et on voit que c'est pareil, que l'observance ressentie par les patients augmente dans cette situation-là, qu'elle se rapproche d'ailleurs de celle qui est déclarée par les soignants, ce qui n'est pas très incohérent. On demandait aussi aux résidents de préciser s'ils avaient reçu une information concernant leur propre geste d'hygiène des mains, donc notamment les situations où ils pouvaient eux-mêmes faire de la friction. Et on voit que la proportion de gens qui ont bénéficié d'une information a également augmenté entre 2019 et 2021. Alors, la crise Covid, précautions standards et soignants, est-ce que malheureusement, on a exacerbé de mauvaises pratiques contraires aux précautions standards? Et oui, moi, je peux au moins vous en citer une, c'est le port des gants de soins. C'est une catastrophe. Et dans toutes les visites que nous avons faites dans des établissements pour des clusters qui évoluaient pas favorablement, on a vu des gants partout, sur les mains, ouvrir des portes, fermer des portes, toucher à des choses. Donc oui,
Voilà, clairement, on a une vraie problématique sur le port de gants. Et c'est pour cette raison qu'on a, au CEPIAS, choisi de rebondir sur cette thématique pour proposer dans les années à venir une campagne multimodale, justement, qui fait la promotion du juste port de gants de soins. Alors, est-ce que la crise Covid a généré des excès de zèle dans l'application des précautions standards? Et effectivement, on a eu des petits aléas, des petits problèmes sur la protection de la tenue. Et là, c'est l'hygiéniste du terrain d'il n'y a pas si longtemps qui parle avec son expérience personnelle. C'est que ça a été une gymnastique un peu compliquée dans les structures sanitaires. Déjà parce qu'on a très rapidement fait face à de la pénurie. Je ne sais pas pour les CHU, en tout cas dans les CHG périphériques, rapidement on a manqué de matos et qu'on s'est retrouvé à devoir utiliser des dons extrêmement généreux. Alors moi, j'avais un établissement qui se situait en zone nucléaire, donc on a récupéré énormément de matériel du nucléaire, c'est-à-dire des combinaisons Tyvek intégrales avec capuche, pas super pratique pour s'habiller, pas super pratique pour se déshabiller surtout. Et on a également récupéré au même moment des tenues de protection qui venaient de l'industrie laitière d'à côté, donc étaient radicalement différentes. Et donc, il fallait jongler avec tout ça. On a dû écrire 6 ou 7 versions différentes d'habillage, déshabillage, pour arriver à effectivement écouler ces dons extrêmement généreux. On avait une problématique aussi d'équipement de protection qui revêtait un aspect très anxiolytique. Donc, les soignants voulaient s'habiller de pied en cap parce qu'ils avaient le sentiment que ça les protégeait mieux. Donc, il a fallu se battre contre les surchaussures. Après, il a fallu se battre contre la charlotte. Après, effectivement, au fur et à mesure où la connaissance progressait, on a allégé toutes ces mesures d'habillage. Donc, il fallait expliquer aux soignants pourquoi on allégeait dans l'objectif de ne jamais perdre leur confiance. C'est vraiment mon maître mot, je dirais, ne jamais perdre la confiance des soignants sur cet aspect-là. Et puis, à un moment, on s'est quand même retrouvé au pied du mur sans rien. J'avais même imaginé, j'avais potassé, pouvoir fabriquer un tablier en plastique à partir d'un sac d'asserie en faisant 3 coups de ciseaux en 1 minute. Alors moi, j'ai pas eu besoin d'utiliser, c'était ric-rac, mais j'ai transmis mon patron à des collègues qui, eux, l'ont utilisé. Donc, c'était vraiment, c'était chaud patate, hein, comme disent mes enfants. Et puis, on s'est rendu compte aussi que tous ces habillages complexes et inconfortables faisaient que les procédures de déshabillage devenaient à risque, fatiguaient les soignants, et comme ils étaient fatigués, ils étaient épuisés, et comme ils étaient épuisés, ils faisaient des erreurs au déshabillage, et donc c'était contre-productif. Donc, il a fallu aussi réfléchir à différentes stratégies de maintien de certains éléments d'équipement de protection pour effectivement limiter les problématiques de déshabillage trop importants et éviter l'épuisement complet des équipes. Donc, c'était une gymnastique effectivement pas très simple. Alors, crise Covid, précautions standards usagers. Est-ce que la crise a modifié les comportements ou la perception des usagers vis-à-vis des mesures de prévention? Encore une fois, peut-être, avec toujours la même problématique qui est est-ce qu'on va garder ce bénéfice dans le temps? Donc, vous savez que depuis le début de la crise Covid, nous avons l'enquête Coviprev qui mesure l'évolution de la santé mentale et l'adoption des comportements de prévention par les Français, qui est fait en partenariat entre Santé publique France et l'Institut de sondage BVA. Et puis on a également une étude qui a été menée il y a quelques années au CEPIAS avec l'UFR de psychologie sociale, le professeur Sylvain Delouvet, sur les représentations de l'hygiène des mains chez les jeunes. Donc je vais vous présenter. Alors Coviprev, ce que nous montre Coviprev, donc là on a la 35e vague de mesures Coviprev du mois de septembre. Donc vous voyez que depuis le début de l'année, en fait, on a une chute assez vertigineuse de l'adhésion des Français aux mesures de prévention, que ce soit le port du masque en public ou effectivement le lavage des mains, alors qu'on avait obtenu pendant la crise, plus fort de la crise, une adhésion qui était, c'est du déclaratif, hein, qui était relativement intéressante, notamment sur le lavage des mains, avec, je crois, au maximum, au début de la crise, 76% et 69% à mi-parcours. Pour l'étude sur les jeunes, on a la chance d'avoir 2 tours d'études, une avant Covid et une pendant Covid, on va dire. Donc, on avait fait un premier tour d'enquête en 2019, à le moment où les chats ont commencé un peu à diffuser dans le grand public, et elles revêtaient souvent un côté assez intéressant, ludique, les paillettes, les odeurs, les flacons. Et on voulait savoir ce que les jeunes pensaient de tout ça. Pendant la crise Covid, ils ont bénéficié des mêmes messages que nous.
On voit bien qu'il y a une amélioration de l'hygiène des mains, mais au fur et à mesure que le temps passe, eh bien, ce pourcentage, malheureusement, diminue. Et on sait que de toute manière, la tranche d'âge des 18-24 ans, c'est celle qui, par définition, respecte le moins, qui adopte le moins toutes ces mesures. Donc, on a fait un second tour de cette enquête pour explorer d'éventuelles modifications des représentations des jeunes sur l'hygiène des mains, mais pas que l'hygiène des mains, parce qu'on leur posait un certain nombre de questions sur d'autres thématiques, notamment la santé, la vaccination, les antibiotiques, un certain nombre de choses. Donc, c'est une étude avant-après, observationnelle mixte, donc il y a un auto-questionnaire et une interview. Le premier tour s'est fait en face-à-face, le deuxième tour, malheureusement, s'est fait au téléphone, sur une vingtaine de jeunes de 15 à 18 ans. Ce sont des entretiens semi-directifs et il y a donc une analyse de l'interview, donc des mots utilisés par ces jeunes avec un logiciel qui permet de faire des analyses statistiques sur des corpus de texte, donc de faire des regroupements lexicaux et d'analyser quels sont les mots qui ressortent le plus souvent et comment on peut les classer. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a effectivement 4 grandes classes lexicales qui reviennent dans leurs propos, en 2019 comme en 2021, qui sont le curatif, les sources d'information, le préventif et l'hygiène, mais qu'on a une modification de la répartition de ces classes lexicales entre les deux tours, avec effectivement une augmentation de la classe relative aux sources d'information. On voit bien l'impact de l'Internet sur effectivement l'information des jeunes, et également sur le préventif et sur la vaccination, avec des mots qui ressortent sur le deuxième tour, qui ne ressortent pas forcément prioritairement sur le premier. Donc la thématique hygiène baisse entre les deux tours. Et on voit bien que voilà, le gel hydroalcoolique, c'est devenu une banalité. Beaucoup disent quand même continuer à utiliser le savon parce qu'ils sont méfiants, ils restent méfiants. On voit bien que le temps de recueil et le sexe expliquent la majorité de la variance du discours, mais on a aussi des jeunes adultes qui ont pris 2 ans, donc ils ont mûri. Donc ça aussi, c'est un critère intéressant. On pense que probablement le Covid a aussi aidé à structurer leur discours un peu plus. On a donc ces 4 classes lexicales qui restent relativement stables. On voit bien l'importance de la vaccination maintenant dans le discours, dans la thématique prévention, et également l'importance d'Internet dans la thématique source d'information. Alors l'avenir, c'est quoi ? Eh bien, on en a déjà une petite piste dans la stratégie dont vous a parlé Madame Le Formal ce matin, donc la stratégie qui a été publiée au mois de février. On vous dit dans l'axe 1 qu'il faut absolument que le grand public s'approprie les principes de prévention des infections et l'antibiorésistance. Alors, effectivement, il y a une saisine du Haut Conseil qui travaille sur la question. Donc, nous allons avoir pour le grand public des mesures universelles d'hygiène avec un abécédaire des maladies infectieuses transmissibles, contagieuses ou non. Je ne peux pas vous en dire plus. C'est un travail en cours. Une doctrine générale qui permettra de dire quels sont les éléments qui vont favoriser les changements de comportement. Et puis, pour les professionnels de santé, eh bien, on est encore et toujours dans les précautions standards qu'on va continuer à promouvoir avec autant de difficultés. Et puis, si vous voulez améliorer vos propres connaissances, sachez que le jeu sérieux e-control est désormais disponible en téléchargement sur Android ou Apple. Et vous pouvez donc jouer. Vous avez 240 situations cliniques avec un game design inspiré de l'univers Star Wars. 20 000 joueurs référencés de mémoire fin septembre. Vous pouvez devenir le maître des précautions standards. Voilà, je vous remercie.